Aujourd'hui, je vous embarque pour l'Islande, une île perdue dans l'Atlantique Nord, territoire de glace, de feu et de vent. Ici, les Vikings ont laissé de nombreux témoignages archéologiques, mais aussi des traditions bien vivantes. Dieux millénaires, elfes, fantômes également. Partons à la découverte de ce peuple caché entre monde des morts et modernité. Mon nom est Philippe Charlier. Je suis médecin légiste, anthropologue et historien. À travers des lieux magiques et des rites vivants, je vous emmène à la découverte des grands mythes de l'humanité. L'Islande, littéralement terre de glace, se trouve à la jonction de deux plaques tectoniques, celle de l'Europe et celle de l'Amérique. Ces plaques, qui s'écartent d'environ 2 cm par an, marquent le pays de profondes cicatrices géologiques. Ce pays est investi au IXe siècle par des colons vikings venus de Norvège. Leur chef se nomme Ingolfur. Et pour savoir sur quel site il doit fonder sa colonie, il jette les bois de son trône à la mer. L'endroit où le bois s'échoue sur la côte lui indique le lieu de fondation de sa ville, un lieu choisi par les dieux. Ce sera dans cette baie. Apercevant les volutes des sources d'eau chaude qui s'échappent des trous volcaniques, les Vikings baptisent le lieu Reykjavik, la baie des fumées. C'est Vanessa d'Outrelot qui va m'accompagner dans ce voyage au cœur de l'histoire et des légendes islandaises. Ethnologue, elle a étudié le norrois, qui est à l'origine de toutes les langues scandinaves. Ici, à l'Institut Árni Magnusson, sont conservés les plus précieux manuscrits du pays, vieux de plusieurs siècles. Dans cette bibliothèque immense aux trésors fabuleux, Vanessa me présente Torfi Tullinius. Il est professeur de littérature médiévale et c'est le grand spécialiste de ces manuscrits inestimables. C'est la mémoire, pas seulement de l'Islande, mais aussi du monde nordique. Dès le Moyen-Âge, les Islandais étaient la mémoire du Nord. D'accord. C'est-à-dire La bibliothèque un peu. la bibliothèque, la mémoire d'abord orale. Les Islandais connaissaient les poèmes des anciens temps. Et puis, ils ont commencé à rédiger leur propre histoire, l'histoire de la découverte de l'Islande, de son peuplement. Et puis des récits sur les premières générations d'Islandais et qui sont devenus très vite une forme d'art. On a un des manuscrits principaux, je crois que c'est le plus ancien, que nous avons ici, Högsbok. Alors, c'est un... Oui, faut mettre Pour des toucher gants. les manuscrits, il faut mettre des gants. Ce sont nos trésors nationaux, vous savez. Hein. Les chefs d'État en visite en Islande, on leur montre, comme on n'a pas de couronne ou de joyaux de la couronne, comme en Angleterre, on leur montre les manuscrits. Et ce sont des manuscrits qui ont été mal conservés pour diverses raisons. Ce n'est pas le beau velin des manuscrits médiévaux tels qu'on les voit en France. Mais ce sont nos trésors nationaux. Ça ne paie pas de mine, si on peut dire. C'est un manuscrit mal conservé. C'est un livre qui a 7 siècles, plus de 7 siècles, mais qui est une source extrêmement importante de savoir, qui décrit comment le pays a été découvert et puis colonisé, région par région, fjord par fjord, baie par petite, vallée par vallée. Il y a les noms, ces gens-là ? Oui, et associé à ces noms, souvent des histoires. D'accord. D'abord une généalogie, d'où vient-il, de quelle région, de la Norvège, etc. À quelle famille norvégienne était-il lié. Donc ça
Ça rejoint ce que nous Sa disions tout à généalogie, l'heure. sa Voilà. filiation. La filiation avec la Norvège est extrêmement importante. Est-ce que c'est grâce au Landnámabók ou à l'Islandibók, le livre des Islandais, Ouais. que beaucoup d'Islandais peuvent remonter jusqu'à Oui, leurs origines, absolument. c'est-à-dire jusqu'au début du peuplement? Oui, tout à fait. C'est grâce à... Vous avez grâce trouvé à... vos ancêtres, vous, d'ailleurs? Oui, il n'y a que mes ancêtres là-dedans. Si on remonte à 6-7 générations, On est tous cousins, des quasiment. dizaines de milliers de cousins. Et donc tous les Islandais descendent de tous D'accord. les gens qui sont là, si vous voulez. C'est statistique. C'est statistique. De nombreux autres manuscrits témoignent d'une littérature islandaise unique en son genre. Très tôt, elle va transformer le récit historique en roman, en y ajoutant des éléments surnaturels et légendaires. Ces sagas islandaises sont écrites en prose et leur âge d'or se situe entre le XIIe et le XIIIe siècle. Avec Vanessa, nous quittons Reykjavik pour un périple à travers le pays. Dès la banlieue de la capitale, sur le bas-côté de la route, de curieux rochers semblent avoir interrompu les travaux de voirie. C'est assez fréquent en Islande. L'occasion pour moi d'une première rencontre avec ce qu'on appelle ici le peuple caché. Alors, vous voyez un rétrécissement là, Philippe, de la route, Oui, et juste un tas de rochers à côté. En fait, ces rochers sont censés être habités par des elfes. Donc, au moment de la construction de la route, on a rétréci la route. En tout cas, on a contourné les rochers plutôt que de les bouger ou de les transporter ou de les détruire. Là, pour cette route en l'occurrence, mais souvent c'est le cas, les bulldozers en général traversent donc les champs de lave ou les champs de rochers et cassent les rochers. Et parfois, il se trouve que c'est plutôt le bulldozer qui tombe en panne. En l'occurrence, c'était le cas ici, mais c'est souvent le cas dans la construction de routes. Du coup, on convoque un médium et on lui demande si les elfes nous autorisent ou pas à poursuivre la route. Alors en général, ils autorisent ou alors ils demandent un peu de temps pour déménager. Donc on ne sait pas si... Le temps de faire leur balochon, etc. Exactement, et ils vont à ce moment-là vivre dans un autre endroit. Une des légendes dit que Ève, au moment de montrer ses enfants à Dieu, Oui. n'aurait pas eu le temps de tous les laver. En l'occurrence, ceux qui n'étaient pas lavés, qui n'étaient pas propres, ont été cachés à Dieu. Et Dieu a dit, tous les êtres qui me sont cachés seront cachés aux hommes. Et donc ce sont les elfes, Et notamment? donc ce sont les elfes, les Huldufólk, et littéralement D'où ça le veut peuple dire, caché. voilà, ça veut dire peuple caché, gens cachés. Autrefois, dans la société rurale, ils avaient plutôt un rapport avec les femmes et les enfants, toujours avec les enfants aujourd'hui, qui sont censés être clairvoyants, skiknir. Aujourd'hui, ils ont forcément un autre rôle, puisqu'on est dans une société moderne. Voilà, ils ont surtout un rôle de perturbateur de BTP, j'ai l'impression. En tout cas, ils sont les garants d'une identité rurale islandaise, idéalisée, face à une société galopante, industrialisée, Oui. qui a été très très violente et rapide en Islande. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, 80% de la société était rurale. Aujourd'hui, c'est complètement inversé. Donc c'est ils sont une quelque chose espèce de... équilibrant, en fait. Exactement, ils sont un peu garants d'un ordre culturel et identitaire d'une certaine manière. Nous poursuivons notre voyage à travers les paysages lunaires de l'Islande jusqu'à la péninsule du Snæfellsnes. Cette presqu'île recèle de nombreux sites liés aux légendes islandaises. Le Snæfellsnes est un volcan célèbre. C'est celui que choisit Jules Verne pour débuter son voyage au centre de la Terre. C'est ici, sous un vent violent, que Vanessa me dévoile une autre espèce de personnage légendaire, les géants. Le lieu est surtout connu pour son esprit tutélaire ou son géant Barzur. Oui, il se défend là en ce moment. Il se défend, voilà, Il veut pas qu'on l'évoque. alors qui est un géant qui est arrivé ici sur la côte avec sa femme humaine pour le coup. Donc c'est une saga du XIVe siècle environ qui raconte ça. Et donc il aurait commis quelques forfaits ici. Donc il serait descendu dans la calotte glaciaire du Snæfellsjökull, donc le glacier du Snæfell, voilà, pour y résider à jamais. Et donc le lieu maintenant est habité de cette légende et c'est
Bardur est censé donc habiter le pays et protéger d'une certaine manière, ou en tout cas être l'esprit un peu tutélaire du pays. Parce qu'on a l'impression, quand on circule, que le merveilleux est un petit peu partout. Derrière un rocher, il y a un volcan, il y a une chapelle, une crique, un glacier. Tout ça est habité. Et d'ailleurs, il ne faut pas que je dise trop de mal des lieux, parce qu'on a l'impression qu'ils se rebellent un peu. Il y a deux manières d'aborder cette question-là. C'est effectivement, on peut s'inventer des histoires autour de ce paysage, mais les Islandais qui sont issus de populations vikings et norvégiennes sont venus avec leurs histoires, avec ces histoires. Mais qu'ils ont transposé ici, du coup, ils l'ont transformé, transposé. Ils font une continuité des mythes ancestraux ici. Voilà, et qui sont censés être les Landvættir, donc les protecteurs, les gardiens du territoire. Donc, à partir de cette dénomination-là très large, Landvættir, protecteurs du territoire, on va trouver des elfes, des trolls et tout un tas d'autres êtres surnaturels, puisque un folkloriste islandais, Arni Björnsson, a décompté à peu près 500 êtres surnaturels, donc parmi les elfes, les trolls, les fantômes, différentes catégories de fantômes. Donc 500 êtres surnaturels pour 300 000 habitants actuels, et probablement moins avant. Au bout d'une petite route de la péninsule, nous trouvons le Hakarsfjörður, littéralement le musée du requin pourri. Comment résister à visiter un pareil endroit? C'est ici que Gudjon Hildibrandsson élabore cette recette ancestrale, une petite spécialité locale. Elle consiste à enterrer la chair du poisson pendant 3 mois, sitôt après la pêche, puis à la faire sécher au vent. Le résultat dégage une forte odeur d'ammoniac et un goût atypique. Mais ce ne sont pas les requins que craint Gudjon, ce sont les elfes. Pour en parler, il nous emmène à l'intérieur de son petit musée improbable fait de bric-à-brac. Gudjon, comme beaucoup d'Islandais, vit à proximité du Hudefolk, le peuple caché. Les histoires de Gudjon ne sont pas des légendes, il y croit totalement, et il nous raconte le vécu de son village. Ouais. La moralité, c'est quand même qu'il faut y croire, vaut mieux y croire. Parce qu'en fait, il cite l'exemple d'un bondi, donc un fermier qui ne croyait pas aux elfes, et qui un jour, donc il avait beaucoup un troupeau important, donc il n'avait pas assez de place sur sa prairie, donc il est allé faire du fourrage sur un espace où les elfes étaient censés habiter, et en fait il est revenu chez lui, il a mis ses moutons, et les moutons sont tombés dans le ravin qu'il y avait juste à côté, dans le ruisseau. Voilà. Donc ils sont gentils, mais il ne faut pas les chercher. Þá fór hann inn í rúm og sagði, nú fer ég að trúa. Donc une fois qu'il a tout perdu, la moralité, c'est qu'il s'est mis à y croire. Voilà. D'accord. Quand même, il en faut beaucoup. Hein. Það var betra að trúa Et, fyrir. voilà. Il résume bien, il vaut mieux y croire avant plutôt qu'y croire après. Toujours au pied du Snæfellsnes, qui domine le paysage, je continue mon enquête avec Vanessa, qui m'initie à un autre peuple mythique, les trolls. Ce sont des créatures de lave et de roc. À capuche, géants ou au milieu de véritables champs de bataille, ils sont partout sur l'île et ont même leur propre lieu de culte. Donc là, ici, on est sur une petite plage. Au fond, il y a le Groenland qu'on devine très très difficilement derrière les nuages. Et donc, il y a cet immense rocher qui correspond à une église de trolls ou d'elfes. A priori, c'est plutôt l'église des trolls, Tröllakirkja. Mais on raconte aussi que sur cette plage, il y a une église des elfes. Cela dit, ce n'est pas exceptionnel en Islande puisque la toponymie est truffée de noms liés aux elfes et aux trolls. Alors justement, ça ressemble à quoi un troll? Le troll en Islande n'est pas le petit nain tel qu'on peut l'imaginer ou le représenter traditionnellement en Norvège. C'est plutôt un être assez grand, moche, plutôt laid, un peu bête, voire carrément, jusqu'à parfois se laisser surprendre par le jour, puisque les trolls, si on peut les voir, c'est parce qu'en fait, ils se sont laissés surprendre par la lumière du jour. Le troll avait beaucoup plus une fonction de faire peur aux enfants, et donc ils maintiennent les enfants d'une forme de sagesse idéale. On
peut imaginer, Vanessa, que c'est d'une plage à peu près comme celle-ci qu'est parti Éric le Rouge, en quelle année d'ailleurs, pour le Groenland. Alors, banni d'Islande à la fin du 9e siècle, aux alentours de 1980, il part pour la découverte d'une autre terre, à savoir le Groenland. Donc littéralement, ça veut dire la terre verte. C'était un petit peu aussi pour attirer d'autres colons à venir le rejoindre. Donc finalement, il part avec une équipée au final de 500 colons qui s'installent là-bas définitivement. Mais ce n'est pas lui qui va découvrir l'Amérique avec le territoire du Vinland, un territoire un peu mythique. C'est son fils en pratique qui va c'est son lancer fils, l'équipe. Leif Erikson, Leif le chanceux, qui découvre... Ericsson, fils d'Éric. Voilà, fils d'Éric, qui découvre l'Amérique, bien avant Christophe Colomb d'ailleurs, ce qu'on a tendance souvent à oublier. Et donc il part découvrir le Vinland, le Markland, donc, qui équivaut un peu à Terre-Neuve, le Canada. Au Xe siècle, les Islandais ne sont pas seulement de grands explorateurs, ce sont aussi les créateurs d'une forme de démocratie très originale. Pour en parler, je retrouve Thorfinn Tulinius, qui m'emmène découvrir un site islandais majeur, Þingvellir, littéralement la plaine de l'Assemblée, à environ 100 km de Reykjavik. Þingvellir est situé sur le point de rencontre des plaques tectoniques européennes et nord-américaines. C'est ici que les Islandais, profitant de l'acoustique unique de l'une des grandes falaises volcaniques, établirent l'Althing, leur parlement. Les membres de cette assemblée étaient les représentants des grandes familles de l'île. Cette république oligarchique se contentait de voter les lois, charge à d'autres de les faire respecter. Le Parlement, les gens qui se réunissaient, donc légiféraient, réglaient les différends. Et puis il y avait une dernière fonction du Parlement, c'était quand même l'endroit où les grandes décisions collectives étaient prises. Et la plus importante de ces décisions collectives a été prise en l'an 1000, et c'est la conversion au christianisme. Et là aussi, c'était une décision collégiale et puis un compromis. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près la moitié des gens qui voulaient se convertir, une autre moitié qui ne voulait pas se convertir. Les deux partis ont décidé, il y a un homme sage, c'était le diseur des lois de cette époque-là. Et ils l'ont suivi. Et il était païen. Et ils ont dit, on va lui confier la décision, il va nous guider. Et il a passé une nuit sous une bâche en train de réfléchir, de méditer. Il s'est levé, il est venu ici sur le Rocher des Lois, il a convié l'Assemblée et il a dit, voilà, j'ai réfléchi, j'ai pris ma décision, il faut que nous ayons une seule loi. Parce que si nous partageons la loi, nous détruisons la paix. Et puis, à cause de ça, j'ai décidé que tous les Islandais deviendront chrétiens, mais que nous permettrons à ceux qui veulent encore pratiquer les rites anciens de le faire dans la discrétion. C'est un compromis très social-démocrate, je trouve. Une grande forme de tolérance, en tout cas. Voilà, oui. Un autre lieu célèbre en Islande symbolise cette conversion au christianisme. Il est tout au nord de l'île, à un jet de pierre du cercle polaire arctique. Bertrand Joanne est écrivain et guide de voyage. Il habite ici depuis 20 ans et évoque pour nous l'histoire du chef Þorgeir Lorsvettinge. Ce chef, revenant du Parlement où la conversion chrétienne venait d'être décidée, accomplit ici, à Godafoss, un geste symbolique légendaire avec les statues de Thor et d'Odin, les anciens dieux. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Þorgeir Lorsvettinge, qui était donc un chef, un godé de la région, s'est fait baptiser dans l'eau du lac donc, ou de la rivière, donc il faisait très froid. D'autres ont choisi de se faire baptiser sur le retour en choisissant une source chaude, c'est ce que racontent les histoires. Et une fois rentré, lui a décidé de jeter donc, toutes les statuettes comme symbole dans cette chute d'eau, Godafoss, qui veut dire la chute des dieux. Pour terminer mon périple islandais, je suis de retour à Reykjavik, où la météo n'est pas plus clémente. Le rapport qu'ont les Islandais avec les mondes parallèles
plonge sans doute ses racines dans les croyances vikings du Xe siècle, avant leur conversion au christianisme, et tout particulièrement cette proximité avec le monde des morts. On retrouve des témoignages de ces croyances dans les tombes du Musée national ou dans celles que l'archéologue Lidja Palsdottir a récemment découvertes. Donc c'est ce genre de squelette que vous avez découvert? Ici, en Islande, on voit habituellement un humain et très souvent un cheval qui l'accompagne. Parfois, ils sont dans la même tombe, mais très souvent dans des tombes séparées, très proches l'une de l'autre. Pourquoi cette proximité avec le monde des morts? Eh bien, on ne sait pas vraiment, mais on peut imaginer que cela aide le défunt à se rendre au royaume des morts, dans l'au-delà. Le Valhalla. Ce qui est important sur ce squelette, c'est qu'il n'est probablement pas mort de mort violente, puisqu'on voit sur son humérus droit, l'os du bras, une trace d'infection chronique au centre de l'os qu'on appelle une ostéomyélite. Et c'est peut-être de cette infection qu'il est mort, plutôt que d'une mort violente. Oui, je ne pense pas qu'on trouve souvent des morts violentes. Les gens meurent habituellement de maladies à cette époque. En quittant le musée, je sympathise avec Unour. Bien qu'étudiante en histoire et très rationnelle, Unour montre que parfois, tradition et modernité se mélangent sans s'en rendre compte. Je connaissais une fille, elle avait des problèmes à l'école parce qu'elle ne pouvait pas distinguer ceux qui étaient vraiment là de ceux qui étaient morts. Donc elle ne faisait pas la différence en fait. Non, elle ne voyait pas la différence. Quand j'étais babysitter, je m'occupais d'une petite fille. On est entré dans une église du nord de l'Islande, bien connue pour être hantée par les esprits. Et je suis entrée pour m'asseoir avec elle, mais elle s'est arrêtée. Elle m'a dit, mais il n'y a aucune place de libre. Mais il n'y avait personne dans l'église. Donc l'église était pleine de fantômes en fait. Visiblement, elle voyait tous ces gens. Mais moi, je ne voyais personne. Ce n'était pas évident pour moi. Mais les enfants semblent très à l'aise avec tout ça. C'est peut-être parce qu'ils sont très à l'aise qu'ils voient des fantômes. Et en Islande aujourd'hui, les gens disent qu'ils n'y croient pas. Mais moi, je pense qu'ils y croient. Parce que nous avons tous grandi avec ces histoires. C'est quelque chose que même le christianisme n'a pas réussi à faire disparaître. La nuit tombe sur Reykjavik. C'est dans ce moment de transition que les nombreux médiums islandais pratiquent leurs séances de spiritisme. Nous avons fixé rendez-vous avec l'un d'eux, Marcus, dans notre chambre d'hôtel. Il y a de nombreuses années, quand je me rendais à des funérailles, je pleurais comme un bébé, comme une femme. Mais maintenant que je peux voir des choses, les enterrements ne sont pas tristes pour moi. Quand vous êtes-vous rendu compte que vous aviez ce don? Et vos parents ne vous disaient pas que vous faisiez des cauchemars? Ou vous pensiez aux morts quand vous voyez des fantômes dans la maison? J'ai perdu mon père très tôt et j'ai vraiment voulu garder le contact avec lui. Et j'ai rencontré de nombreux médiums, mais je n'ai jamais pu établir le contact. Et encore maintenant? Ah si, maintenant je peux, mais pas autant que je le voudrais. Il y avait quelque chose en moi qui m'attirait vers ces mondes étranges. Et croyez-moi, j'ai toujours aimé donner aux gens de l'espoir, de l'attention, de l'amour, tous ces bons sentiments. C'est comme ça que je travaille vraiment sur le sentiment, l'amour. Quand je vous ai vu tout à l'heure, j'ai vu deux vieilles dames derrière vous. Elles ont quelque chose à voir avec votre mère. Ces dames, est-ce que votre mère avait une sœur? Elle est décédée? Ma mère a une sœur en vie et une autre décédée. Ah, une déjà décédée. Oh. Votre grand-mère est morte aussi, non? Ah, c'est elle. Elle se tient juste derrière vous.
Pouvez-vous la sentir? Pouvez-vous sentir cette énergie? C'est un type d'énergie très différent. Ça paraît étrange, mais il y a différentes formes d'énergie tout près de vous. Et ces esprits sont encore là? Oui, ils sont tout près de vous. La sœur de votre maman est très chaleureuse. Elle prend vraiment soin de vous. Quand vous tombez malade, elle se rapproche de vous. Vous avez une idée de la raison pour laquelle il y a autant de médiums en Islande, autant de personnes qui peuvent voir les esprits? Je pense que c'est en partie en raison de l'isolement de notre île, et aussi parce que nous avons un héritage culturel. Nous croyons aux esprits. Pas tous, mais beaucoup d'entre nous. Et je pense que ça peut l'expliquer, oui. Eh bien, merci vraiment pour cette consultation. Merci à vous. En Islande, cette proximité avec les mondes parallèles trouve ses origines dans le paysage chaotique, l'isolement géographique du pays et la tradition des peuples cachés. Ces sagas fabuleuses ont même influencé des créateurs bien éloignés comme Wagner, Lovecraft ou encore Tolkien.